Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de 3TV. Nous sommes samedi 16 avril 2022. Voici les titres. Le Lions Club international fait don de compléments alimentaires au centre hospitalier pédiatrique universitaire Charles de Gaulle. Une dotation destinée aux enfants victimes de malnutrition de l'établissement sanitaire. Le cardinal Philippe Ouédraogo lance un message d'amour et de paix en ce temps de carême. Il invite particulièrement les chrétiens à renoncer à la haine et à la violence pour vivre pleinement l'amour du prochain. L'Afrique du Sud n'est pas au bout de son épreuve. Les inondations dont elle est la proie depuis plusieurs jours continuent de faire des centaines de morts et de disparus. Tout est mis cependant en œuvre pour retrouver d'éventuels survivants. Je vous le disais à l'instant, le Lions Club international district 403 à Troyes, une fois de plus, laisse parler son cœur. Ce 16 avril 2022, les membres du club service étaient au chevet d'enfants victimes de malnutrition internés au CHU Charles de Gaulle à Ouagadougou. Leur don s'est composé de compléments alimentaires, de consommables médicaux et hygiéniques. Michael Tougri. Le Lions Club international district 403 à Troyes vole au secours des enfants malnutris au CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Selon le docteur Ghislaine Yamiogo, même s'il n'existe pas de chiffre officiel, au moins 50% des enfants internés au CHU pédiatrique Charles de Gaulle sont victimes de malnutrition. C'est fort de ce constat que le Lions Club international district 403 à 3 fait don d'un important lot composé de bouillie enrichie, de lait thérapeutique, de consommables médicaux et hygiéniques pour au moins une centaine d'enfants, et ce pour 2 semaines. Il y a une épine du pied qui se trouve enlevée, voilà, parce que déjà nous avons une grande liste d'enfants qui étaient en attente. On tape un peu à toutes les portes pour essayer de voir comment les secourir. Et aujourd'hui, nous sommes soulagés parce que nous savons que dès demain, ces enfants ont déjà quelque chose. Près de 50% des patients que nous hospitalisons au niveau de la pédiatrie Charles de Gaulle ont besoin d'un soutien nutritionnel, soit parce qu'ils sont malnutris chroniques, soit parce qu'ils sont déjà en émanciation. Lorsqu'il y a un besoin, il y a un lion, on est toujours aux aguets pour assister les plus démunis. Et voilà pourquoi nous avons répondu au cri de cœur de la pédiatrie, la crainte de la pédiatrie Charles de Gaulle. Nous avons pu mobiliser et tout ce que vous voyez là derrière nous, c'est-à-dire des draps, des couches, des cartons de lait, des sacs de farine enrichis, des cartons de farine enrichis. Les enfants, c'est la relève de demain. Si on ne leur vient pas en aide pendant qu'ils sont dans le besoin, étant dans une situation de malnutrition et ils sont très malades en plus de ça, ça va être compliqué les années à venir de trouver une jeunesse dynamique. Au Burkina Faso, la malnutrition des enfants de moins de 5 ans est perçue de plus en plus comme un problème de santé publique. Selon les données, plus de 500 000 enfants en 2021 souffraient de la malnutrition aiguë. Le Lions Club international district 403 à 3 reste fidèle à son engagement, participer au bien-être social et moral de la communauté, un don dont la valeur est estimée à 3 millions de francs CFA. Nous avons des causes mondiales et des causes nationales. Et parmi les causes mondiales, nous avons la lutte contre la faim, et la malnutrition est l'un des éléments qui composent la lutte contre la faim. Et nous avons un grand programme pour donner le sourire à 30 000 enfants. Aujourd'hui, nous venons d'assister à l'acte 1. L'acte 2 a été annoncé et ce serait une grande opération de collecte auprès de la population et des lions, et pour pouvoir trouver ce sourire et le donner aux enfants dans les centres des déplacés internes, dans les maisons d'arrêt et aussi dans les hôpitaux, en s'intéressant particulièrement aux crins. Après cet acte 1 de don aux enfants atteints de malnutrition au CHU pédiatrie Charles de Gaulle, la chef du projet Makandia Diawara annonce pour les jours à venir une opération de collecte baptisée 30 000 souris pour les enfants malnutris.
Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une coordination pour encadrer les comités locaux de dialogue pour la paix. Pilotés par le ministre en charge de la réconciliation nationale, ces comités auront pour tâche de discuter avec les groupes armés afin qu'ils abandonnent définitivement les armes pour être de véritables citoyens de la nation. Le Centre pour la gouvernance démocratique donne son avis sur le sujet, tout comme le CDP qui avait dans son programme de société la question de négociation avec les terroristes. Abdoulrahim Magnéni. Dans son adresse à la nation le 1er avril dernier, le chef de l'État a annoncé la mise en place de comités locaux de dialogue pour la paix afin de tendre la main aux Burkinabés qui ont pris des armes contre leur nation. À l'issue du Conseil des ministres du 13 avril, le ministre en charge de la réconciliation nationale a apporté des précisions. Il ne s'agit pas de négocier avec les terroristes, mais de permettre à ces Burkinabés de revenir à la raison. Pour les partis politiques comme le CDP, qui a depuis longtemps suggéré de négocier avec les groupes armés, c'est une décision salutaire et se dit prêt à accompagner le processus. Cette initiative, nous l'avons préconisée dans notre programme politique en novembre 2020. Nous avons toujours insisté et persisté pour dire que la crise elle est multidimensionnelle, elle est multifonctionnelle et qu'il va falloir serrer les différents acteurs. Il se peut qu'à travers les échanges que les acteurs locaux auront avec certains fils qui ont pris les armes, qu'ils comprennent effectivement et qu'ils décident de revenir à la maison. Donc nous pensons que les acteurs étant multiformes, et nous pensons que d'initiative en tout cas par rapport à certaines informations que nous avons foi que cela portera fruit dans certaines localités. Au Centre pour la gouvernance démocratique CGD, l'on s'inscrit dans la même logique que l'annonce du gouvernement. Il ne s'agit pas de négocier, mais de dialoguer avec ces terroristes qui sont aussi des Burkinabés. Parce que ici, c'est le terme terroriste qui pose problème. C'est qui le terroriste ici? Ici, ce sont des fils qui se sont égarés, ou qui pensent avoir des problèmes avec le pays. Il est de l'intérêt de l'État de négocier, ou bien pas plutôt de discuter avec eux pour comprendre pourquoi ils ont pris les armes contre l'État, pourquoi ils ont pris les armes contre des communautés au niveau de Burkina Faso. Et on va voir est-ce qu'il n'y a pas des points d'accord que ces personnes avec les individus au niveau local peuvent s'entendre pour que la paix et où la cohésion sociale revienne dans ces contrées-là. Pour Simon-Pierre Douamba, le gouvernement doit mettre en place une feuille de route pour permettre à tous les comités d'aller dans le même sens. Cela permettra, selon lui, de définir les points sur lesquels il n'est pas possible de négocier au risque de mettre à mal l'existence de l'État. Il faut que l'État affirme et affine sa stratégie. Si nous partons pour des dialogues, que ce soit un document, que ce soit des directives bien claires pour savoir sur quoi on négocie, sur quoi on ne peut pas négocier, sur quoi on peut discuter, sur quoi on ne peut pas discuter. Il faut que l'État mette des limites. Si c'est sur des questions liées à la chefferie, des questions liées à l'exploitation des ressources naturelles, des questions liées aux conflits communautaires, on peut en discuter. Mais s'il y a d'autres questions qui remettent en cause notre État, qui remettent en cause la laïcité de l'État et qui remettent en cause le modèle même de notre vivre ensemble, je ne pense pas que les autorités actuelles vont s'hasarder sur ce chemin parce que ça ne sert pas. Le dialogue doit donc concerner uniquement ceux qui ont pris des armes pour des problèmes communautaires. Pour ce qui est des raisons idéologiques, le chargé de suivi-évaluation du CGD estime que le Burkina n'est pas en bonne posture pour négocier. Aussi bien ceux de notre État ou bien ceux qui nous attaquent, les gens sont un peu à bout de souffle, donc il faut trouver d'autres voies. Mais est-ce que c'est une négociation qu'on connaît comme on a vu par le passé avec d'autres acteurs venant d'autres pays ou bien avec d'autres groupes? Non, si c'est ça, je ne pense pas que nous soyons en bonne posture pour pouvoir le faire. Mais s'il s'agit de réunir des fils et des filles du Burkina qui ne s'entendent pas sur des questions et qui ont sûrement rejoint des groupes, on peut discuter pour que ces personnes-là reviennent au pays. Au CDP comme au CGD, l'on a foi en ce que cette action va contribuer fortement à la reconquête du territoire national. Pour eux, cette lutte ne peut être uniquement militaire. Ils invitent donc toutes les populations à s'impliquer activement dans ce processus de recherche de la paix au pays des hommes intègres.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, à l'occasion de la fête pascale, a livré un message à l'endroit de l'église Famille de Dieu ce jeudi 14 avril 2022. Il appelle à tous les hommes à vivre dans la sainte crainte de Dieu, le Créateur. Le serviteur de Dieu a invité chacun à faire de l'amour du prochain et de la tolérance à ses premiers critères de vie en société. Nous vous proposons un extrait du message d'amour et de paix du cardinal Philippe Ouédraogo. Il est au micro de Hyacinthe à Sawadougou. 4 février 2019, à Abu Dhabi, le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El Tayeb, et le pape François ont signé un document conjoint de grande importance pour l'humanité sur la fraternité humaine pour la paix mondiale. Je vous en livre un extrait. Le premier et le plus important objectif des religions est celui de croire en Dieu, de l'honorer et de l'appeler, et d'appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend d'un Dieu qui le gouverne, qu'il est le Créateur qui nous a modelés avec sa sagesse divine et nous a accordé le don de la vie pour le préserver. Un don que personne n'a le droit d'enlever, de menacer ou de manipuler à son gré. Les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni n'invitent à la violence ou à l'effusion du sang. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l'usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d'hommes et de religions qui ont abusé à certaines phases de l'histoire de l'influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n'a rien à voir avec la vérité de la religion à des fins politiques et économiques mondaines aveugles. Fin de citation. Dans cette perspective, frères et sœurs, nous devons accepter de mettre tout en œuvre pour abattre les murs de haine, les murs d'hostilité, d'incompréhension, d'extrémisme, de violence, de tuerie et de construire des ponts de compréhension, des ponts de respect mutuel, de tolérance, de fraternité et d'amour. Et ce message fort du cardinal Philippe Ouédraogo peut être observé par chacun de nous pour peu que nous imitions de la bonne volonté à l'image de monsieur et madame Sinari. Ce couple islamo-catholique a installé au quartier Belleville de Bobo-Dioulasso force l'admiration de ses voisins et est la preuve que la tolérance interreligieuse est une réalité. En ce mois de pénitence, une de nos équipes a pris part à une rupture collective organisée par la famille. Joseph Koudougou. Nous sommes dans la famille Sinaré, dans le quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. Un foyer islamo-chrétien, monsieur pratique la religion musulmane et madame est catholique. Et ce couple vit en parfaite harmonie malgré cette différence dans la pratique religieuse. Ça se passe bien. On n'a jamais eu de problème majeur, en tout cas dans l'histoire des religions. C'est marié à l'église, c'est marié à la mosquée. Fait l'état civil, donc elle fait sa religion, elle part à sa messe, elle fait son jeûne et elle nous accompagne. Et on n'a même pas décidé, mais par exemple, elle a peut-être décidé de, par exemple, la fête de Noël et Pâques, nous sortons généralement pour saluer les gens. Et Tabaski et Ramadan, nous le faisons à la maison. Donc elle préfère même qu'on fasse Tabaski et Ramadan à la maison. Et peut-être pas que Noël n'a un peu négligé ça pour pouvoir sortir saluer les gens aussi qui viennent nous voir. On se comprend. On peut dire que bon, si tu respectes ta religion, tu dois respecter pour l'autre aussi. Voilà, si tu arrives à respecter la religion de l'autre, je pense que ça va. Il est presque 18h30, heure de rupture chez M. Sinaré.
Pendant qu'il positionne les nattes pour une prière commune avec ses amis, Madame Satel a préparé la table pour le repas de la rupture du jeûne. Le jeûne mixte ici, bon, ça se passe, monsieur en tout cas se lève à 4h du matin pour jeûner et en ce moment je me réveille aussi pour l'accompagner. Voilà, même si je ne jeûne pas tous les jours avec lui, je l'accompagne et il y a des moments même que tout le monde, voilà, on jeûne, voilà. Et surtout si c'est le vendredi, ça tombe bien, ça y a pour nous aussi et en même temps tout le monde jeûne. Aujourd'hui, c'est le tour de leur fille Farida de préparer de quoi faire la rupture. À l'heure de la rupture, nous on participe aux préparatifs, on prépare vu qu'ils aiment rompre le jeûne en groupe, donc on prépare et puis on les sert avant de se servir nous-mêmes. Bon, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'ils se sont compris en fait dès le début et il n'y a jamais eu de problème d'imposition que l'un dise à l'autre je veux que tu fasses comme moi ou autre. Et tout s'est toujours bien passé entre eux, donc je suis contente. Voilà, si tu forces quelqu'un qui va suivre une religion qu'il va mal pratiquer, bon, de l'extérieur on va dire bon voilà telle personne est un non musulman mais ne pratique pas la religion, il boit sa bière, bon. Ça devient un peu mauvais. Mais je crois que si la personne adopte vraiment son plein gré, c'est encore mieux de bien assimiler sa religion. À 18h30, c'est une séance de dégustation avant la prière. Question de prendre un peu de force après une journée d'abstinence et de privation. Après la prière, c'est la rupture collective avec les amis. En tout cas, nous sommes là, il n'y a pas de problème. Le mari est musulman, la femme est chrétienne et chacun pratique sa religion. Avec le jeûne, nous venons ici et madame prépare et tout se passe bien. Les différences enrichissent toujours. Ces unions sont une réponse pacifique aux violences interreligieuses. Et le couple Sinaré nous prouve qu'il est possible de vivre en paix et en harmonie avec ce choix. La patience est un chemin d'or. La ville de Bobo-Dioulasso ne dira pas le contraire. Elle qui, depuis le jeudi 14 avril 2022, dispose officiellement de sa bourse du travail après Ouagadougou en 2016 et Tenkodogo en 2021. Les organisations des travailleurs de la ville de Sia ont reçu les clés de ce joyau au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale en présence des autorités régionales et des responsables des organisations syndicales. Joseph Koudougou. La nouvelle bourse du travail de Bobo-Dioulasso est désormais fonctionnelle. Après la pose de la première pierre en 2017, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a remis officiellement les clés de ce joyau aux organisations des travailleurs de la ville de Sia en présence des responsables syndicaux. La bourse du travail, clé remise aujourd'hui, matérialise une fois de plus la positivité du dialogue permanent qui a toujours existé entre les partenaires sociaux et le mouvement syndical. Donc nous souhaitons tout simplement que l'engagement qui a été pris par le gouvernement de construire une bourse de travail dans chaque chef-lieu de région. Donc il y a eu Ouagadougou, il y a eu Tenkodogo, il y a eu aujourd'hui Bobo-Dioulasso. Et le gouvernement prend l'engagement dans des délais assez raisonnables de faire en sorte à ce que des travaux également soient engagés dans les autres chefs-lieux de région. Après 3 bourses de travail, il va rester 10 chefs-lieux de région. C'est de s'inscrire tout simplement dans la continuité de l'État, dans la continuité de notre pays. Et chaque gouvernement vient, autant qu'il peut, ce qu'il peut réaliser, il réalise. S'il arrive à tout réaliser, du coup, tant mieux, ce qui est souhaitable. Mais s'il n'arrive pas à tout réaliser, l'essentiel est qu'il y ait la bonne volonté de démarrer afin que, quel que soit le moment, d'autres puissent venir poursuivre le travail. Une occasion pour l'unité d'action syndicale d'exprimer sa satisfaction sur la qualité de l'infrastructure. Oui, ça, nous sommes très éblouis. Et puis, nous félicitons le chef parce que c'est lui qui a pris ça. Si tu compares un peu à Ouagadougou, bon, vraiment, c'est très joli. C'est bien et nous pensons que nous allons choisir cette occasion-là pour, en tout cas, encore remercier le gouvernement pour qu'il continue. Et nous allons porter garde de garder cette maison-là saine, cette maison-là où nous pouvons nous réunir
pour demander au gouvernement encore plus ce qui n'est pas dans le bâtiment. Un joyau de type R+3 estimé à un peu plus d'1,8 milliard de francs CFA, l'infrastructure composée de 2 blocs a été érigée sur une superficie de 1200 mètres carrés. L'université Nazi-Boni et l'université Aube Nouvelle décident de faire chemin ensemble. En effet, les premiers responsables des 2 universités ont procédé à une signature de convention avec pour ambition d'améliorer leurs offres. La cérémonie de signature a eu lieu le 14 avril dernier dans la ville de Sia. Notre correspondant sur place, Joseph Koudgou, y était. Voici son compte rendu. Par ce acte, l'université Aube Nouvelle et l'université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso scellent un partenariat gagnant-gagnant. Une convention signée entre les 2 temples du savoir avec pour ambition d'améliorer l'offre de ces 2 universités. L'université Aube Nouvelle est une jeune université privée, nous sommes bientôt 30 ans. Mais l'enseignement supérieur au Burkina, c'est d'abord le public. Vous avez les professeurs titulaires, les maîtres de conférences, les maîtres assistants. Prenons les maîtres de conférences et les professeurs titulaires qui sont vraiment la crème au sommet du CAMES. L'avenir de l'enseignement supérieur, public comme privé, ils ont une large responsabilité à ce niveau-là. Mais pour atteindre l'objectif de la qualité, il faut absolument que nous puissions avoir un cadre légal de coopération avec l'université Nazi-Boni qui pourra mettre à notre disposition, bien sûr à travers ces cadres-là, ces enseignants de rang A, qui sont d'ailleurs membres de notre conseil scientifique. Et maintenant, avec cette signature, nous disons que les choses sont désormais légales et donc la coopération scientifique interuniversitaire est une réalité désormais. Et l'université Aube Nouvelle va profiter à plusieurs niveaux. La création de ce tandem public-privé vient à point nommé et constitue un soulagement pour l'université Nazi-Boni. Donc je pense que cette convention vient à point nommé pour Nazi-Boni, mais également aussi pour Aube Nouvelle, qui reste la première université privée, en tout cas inscrite sur le plan national donc Burkina Faso, et qui a fait aussi ses preuves, puisque c'est une université qui a ses curricula reconnus par le CAMES et qui fait justement de bons résultats au niveau donc des différents CTS, des communautés techniques spécialisées, et donc au niveau donc, du CAMES. Donc nous avons tout intérêt à développer donc, de bons partenariats, et avec l'université Aube Nouvelle qui, je vous rassure aussi, développe des filières qui intéressent à plus d'un titre Nazi-Boni, comme par exemple l'architecture. Et dans le cadre de cette convention, plusieurs projets sont en vue, à en croire les premiers responsables des 2 universités. Nous restons encore un peu à Bobo-Dioulasso pour parler du projet dénommé Contrat de performance de l'université Nazi-Boni, qui a retenu une dizaine de projets portés par des étudiants et dont le financement a été effectif. Les bénéficiaires ont en effet reçu leur chèque le 14 avril dernier. Cette initiative, qui en est à sa première édition, vise à booster l'entrepreneuriat des jeunes et se veut également une réponse à la question du chômage. Joseph Koudgou. C'est dans le but d'améliorer l'employabilité des jeunes que cet appel à projet d'incubation d'entreprise a été lancé au profit des étudiants de l'université Nazi-Boni. L'objectif général est d'opérationnaliser le développement du start-up par les étudiants. Sur les 135 porteurs de projets, 10 meilleurs ont bénéficié des financements. En parlant d'employabilité, Nazi-Boni cherche donc à travers l'auto-emploi et l'entrepreneuriat à encore plus faire fléchir justement ce poids donc créé donc par ce chômage chez les jeunes. C'est à travers cela que nous avons Nazi-Boni mis en place à développer justement le concept d'incubateur, qui est un véritable accélérateur de projets, c'est-à-dire susciter le développement de projets structurés innovants chez les jeunes étudiants et les amener à maturation, à créer
donc une entreprise viable qui pourra donc employer eux-mêmes, donc l'auto-emploi, mais aussi créer, n'est-ce pas, de l'emploi pour les autres jeunes. C'est dans ce cadre-là qu'avec l'accompagnement de la Banque mondiale, nous avons procédé donc à la sélection de divers projets allant donc dans le sens donc de l'agriculture durable, du numérique, la biotechnologie, les projets donc bio-environnementaux et de santé. Donc qui, n'est-ce pas, ont permis donc de retenir 10 projets sur 133 qui étaient au départ. Alors le développement de ces incubateurs, n'est-ce pas, permettant donc de donner un véritable impact positif au programme Incube de l'UNB et qui, à travers son rapport, permettra aussi à la Banque mondiale de pouvoir élargir donc sa cagnotte d'accompagnement des jeunes. Les 10 étudiants retenus ont chacun bénéficié d'un accompagnement financier de 1 500 000 francs CFA, ce qui apportera un coup de pouce aux différents projets. Nous sommes vraiment très émus. Cette cérémonie représente pour nous un début d'une nouvelle ère qui s'ouvre pour tout un chacun de nous. Et nous tenons à remercier les autorités de l'université pour cette initiative. Moi, j'ai déjà commencé mes activités. Donc, ce prix va me permettre à booster ce que je suis en train de faire. L'insertion socio-économique des jeunes à travers l'entrepreneuriat au Burkina Faso, un défi réel à relever. Cette action de l'UNB apparaît comme une grande avancée vers le développement inclusif du pays. Et nous terminons avec les catastrophes en Afrique du Sud. Les inondations qui frappent le pays depuis 5 jours ont fait près de 400 morts et 41 000 sinistrés selon un nouveau bilan dressé vendredi par les autorités. Les secours s'organisent et les recherches pour retrouver les personnes disparues se poursuivent, même si les chances de retrouver d'éventuels survivants deviennent de plus en plus minces. Après 5 jours de catastrophe, les espoirs de retrouver des survivants du glissement de terrain de Durban en Afrique du Sud sont minces. L'armée avec des hélicoptères et plus de 4000 policiers ont été déployés pendant que des secouristes intensifient les recherches sans relâche. Ils retournent la boue, collectent des indices pouvant indiquer une trace humaine encore en vie. Des plongeurs ont exploré la rivière sans rien trouver. Je pensais que c'était un rêve, peut-être que quelqu'un me pincerait et me dirait que c'était un rêve, réveille-toi. Mais quand je vois tous ces sauveteurs et ces chiens qui cherchent les corps, je ne sais plus quoi croire. Le glissement de terrain a tout emporté sur son passage, laissant des familles entières dans le désespoir. C'est une catastrophe jamais vue auparavant en Afrique du Sud. Ce week-end, de nouvelles pluies sont attendues sur une grande partie de la région de Durban. L'Institut météorologique sud-africain a mis en garde contre des orages et de nouveaux risques d'inondation. Nous avons l'équipe de secours qui a finalement atteint ce niveau, mais voyant la pluie qui revient, ils vont être perturbés par la pluie et puis il n'y aura plus de recherche. Pendant que des camps d'hébergement se multiplient dans la province et les appels à l'aide, d'autres attendent encore sur les lieux de la catastrophe avec l'espoir de voir un membre de sa famille sauvé par miracle à l'approche de la commémoration de la Pâque par les chrétiens. C'est la fin de cette édition. Permettez que l'on se quitte sur cette image de la mosquée d'Al-Azhar au Caire. L'imposant bâtiment renferme aussi l'une des plus vieilles universités du monde. Construit en 969, le lieu de culte a pris peu à peu une dimension nouvelle et s'est imposé comme un haut lieu de l'enseignement islamique, d'abord chiite puis sunnite. Un bel espace à visiter si vous êtes de passage en Égypte. Sur ce, je vous souhaite une excellente suite sur nos antennes. Très belle vigile pascale à tous les chrétiens. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre session avec de nouvelles actualités. Bonsoir.